Donc l'intitulé que vous avez vu sur le programme, c'est la situation macroéconomique au Royaume-Uni sous l'impact donc de la crise internationale en quelque sorte. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact de la conjoncture internationale sur l'économie britannique, il est un peu disputé avec l'impact du Brexit, puisque c'est une thématique très très controversée, l'effet du Brexit sur l'économie britannique. Et évidemment, la mise en œuvre du Brexit survient en même temps que la crise Covid et ensuite la crise liée à la guerre en Ukraine et les conséquences des sanctions. Donc, il n'est pas facile de démêler ces deux impacts. Le Brexit est en effet effectif, en fait, seulement depuis le début de l'année 2021. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui est entré en vigueur seulement le 31 janvier. Là, il y a une erreur de frappe, hein, ce n'est pas 2022, c'est 2020. Donc, je corrige, 2020. Ensuite, une période de transition tout au long de l'année 2020 où, en réalité, c'était un arrangement de sorte que le Royaume-Uni continue à participer au budget et aux programmes européens, on va dire, aux politiques européennes. Et puis, pendant ce temps-là, on négociait un futur accord de libre-échange ou en tout cas la future relation bilatérale sur le plan économique. Et cette négociation a abouti le jour de Noël 2000, là aussi erreur de frappe, 2020, et donc est entrée en vigueur, pardon, à chaque fois ici il faut lire le 1er janvier 2021, c'est-à-dire je disais donc ici, on peut corriger, hein, c'est 20 qu'il faut lire, là et ici 21, voilà. Comme ça, c'est bon. Longue incertitude des négociations depuis 2016, en réalité, depuis le référendum. Bon, les négociations avaient été lancées en 2017. Et finalement, on aboutit à ce qu'on pourrait appeler un Brexit dur, de l'anglais hard Brexit, parce que nous avons un accord de libre-échange qui est complet. Mais certains auraient préféré une version plus soft, on va dire, du Brexit, c'est-à-dire si le Royaume-Uni était resté, par exemple, dans l'union douanière ou dans le marché unique. Ce n'est pas le cas. Alors, dans ce contexte-là, je disais, il est très difficile de démêler ex ante les effets du Brexit et les effets de la crise internationale. Et évidemment, ça pose un problème dans l'attribution de la cause des difficultés économiques actuelles. Bien évidemment, les europhiles, les pro-Union européenne attribueront tous les problèmes au Brexit sans véritablement faire la part des choses, bien évidemment, donc une démarche partisane et idéologique plutôt qu'économique. Alors nous, on va essayer de faire un peu le contraire ici, de repartir des effets empiriques, des observations empiriques, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni sur le plan macroéconomique depuis quelque temps. Alors tout d'abord, quelques réflexions méthodologiques sur ce qu'on peut faire en matière d'analyse de l'efficacité d'une politique économique. Alors, je voudrais m'appuyer ici sur un travail en 1994 de Ajit Singh à propos de la politique industrielle en Asie et du débat sur son efficacité. Pourquoi ? Parce que cet économiste proposait un peu un tour d'horizon des méthodes possibles que l'on peut utiliser pour analyser l'efficacité d'une politique économique. Alors, quelles sont ces méthodes ? La première, c'est une comparaison avant-après. Évidemment, on prend un pays et on regarde comment il fonctionnait, comment il performait avant la politique économique ou la mesure que l'on essaye d'évaluer et comment il fonctionne ou comment il performe après. Ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de faire une comparaison avec ou sans. Donc, on va comparer le pays qui fait la politique économique avec d'autres pays voisins ou d'autres pays semblables qui n'ont pas fait la même politique, donc c'est avec ou sans, et on compare leurs performances. La troisième méthode, c'est une méthode plus en quelque sorte directe, c'est de regarder quels sont les résultats obtenus par un pays par rapport aux objectifs qu'il s'était assignés dans sa politique économique.
Enfin, une dernière méthode qui est bien connue des économistes, c'est la méthode contrefactuelle, où en économie, puisqu'on ne peut pas faire d'expérience, disons, de grandeur réelle, on va faire ça à partir des modèles, des modèles macroéconomiques qui sont censés représenter l'économie concernée, et on va simuler des politiques économiques ou un changement de politique économique dans ces modèles en question. Alors évidemment, sans rentrer dans les détails, rappelons que chacune de ces méthodes a ses avantages, mais aussi ses limites. Du coup, on va faire un plaidoyer un peu habituel pour un pluralisme de ces méthodes. Et c'est un petit peu ce qui va se passer dans la suite de mon exposition, de mon exposé, puisqu'on va un peu puiser un petit peu dans chacune de ces philosophies ou de ces méthodes. Alors, je passe à la diapositive suivante. Alors, on va d'abord avoir recours ici, tout simplement, à un cadre conceptuel qui renvoie à l'analyse de Nicolas Kaldor en 1971 à propos du carré magique. Ensuite, on fera quelques ajouts, mais d'abord, une petite présentation, un rappel de ce qu'est le carré magique. En fait, le carré magique, c'est un cadre conceptuel qui propose pour faire un peu le suivi de l'évolution macroéconomique d'un pays, d'observer 4 dimensions: sa croissance économique, ensuite la stabilité des prix ou l'inflation, ensuite ses performances en termes de chômage, et également la quatrième dimension, l'équilibre extérieur, donc la balance courante, ce genre de choses. Donc, on va appliquer un petit peu ce regard-là sur l'économie britannique dans les années récentes. On pourra ajouter à ce cadre de 4 dimensions une 5e, puisque je reviens un peu en arrière dans ce cas. Donc, je disais, le carré magique nous invite à observer pour un pays, sur le suivi macroéconomique, ses performances en matière de croissance économique, en matière d'inflation, en matière d'emploi-chômage et en matière d'équilibre extérieur, comme la balance courante. Nous allons réutiliser cette approche et nous ajouterons une 5e dimension qui est celle du taux de change de la livre sterling, donc de la monnaie du pays observé. Pour quelle raison? Parce que cette question fait l'objet d'une controverse au Royaume-Uni. Et puis, on pourrait penser éventuellement à terme à établir un indice composite de ces 5 dimensions dont la pondération pourrait varier, un peu en référence avec la discussion que nous aurons demain avec Jacques, le professeur Sapir, à propos du débat sur le policy mix. Faut-il privilégier la croissance, par exemple, ou faut-il privilégier la lutte contre l'inflation et la stabilité? Donc, ça fait référence un petit peu aux différentes pondérations qu'on pourrait faire dans un indice composite. Alors, donc, le carré magique, on l'a vu. Donc, on va prendre chacune des dimensions du carré, plus la 5e du change, du taux de change. On va donc les regarder une par une, si vous voulez bien. Donc, commençons par la croissance. Qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? On prend comme base le niveau du PIB au 4e trimestre de l'année 2019, ici, et donc plusieurs pays sont comparés en base 100, donc au départ, et on a en bleu le Royaume-Uni, en jaune l'Allemagne, en vert la France, en rouge l'Italie. Et qu'est-ce que l'on voit très bien sur ce graphique? On voit l'effet de la crise Covid et des différents confinements en plein année 2020, mais on voit aussitôt le rebond dans les trimestres qui ont suivi et 2021, et ça permet de voir qu'en réalité, si on pense à la méthode avec ou sans, donc voici un pays qui est sorti de l'Union européenne comparé à d'autres pays qui, eux, sont restés, évidemment, dans l'Union européenne, ben on voit que sur le plan de la croissance, en réalité, le Royaume-Uni n'est pas en mauvaise posture plus que les autres. On voit que ses performances de croissance sont semblables
et peut-être même un peu supérieurs d'ailleurs à ceux des autres pays sélectionnés ici. On peut, pour se confirmer cette analyse, utiliser d'autres représentations graphiques, comme celle-ci, où on voit effectivement sur la période juste avant le référendum sur la sortie de l'Union européenne en Grande-Bretagne, donc deuxième trimestre 2016, et jusqu'au premier trimestre 2022. En bleu, le taux de croissance global du PIB et en orange, le taux de croissance du PIB par tête. Eh bien, l'on voit ici de nouveau, méthode avec ou sans, on va comparer le Royaume-Uni avec la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, et on voit qu'en réalité, le Royaume-Uni, ici, fait encore au moins aussi bien que la France, par exemple, et mieux que les autres pays qui sont voisins dans le graphique, et voisins également quelque part géographiquement. On retrouve aussi l'idée du professeur Sapir tout à l'heure qui montrait comment la France résiste pour l'instant, en tout cas, un peu mieux que les autres, mais le Royaume-Uni n'a rien à envier aux économies européennes, en l'occurrence. Je pourrais continuer, hein, il y a plusieurs comme ça représentations graphiques. Ici, ce sont les derniers trimestres, quatrième trimestre 2021 et les deux premiers trimestres de l'année 2022, où de nouveau, on voit que l'économie britannique performe relativement correctement par rapport aux autres. Alors, donc pour la croissance économique, le Royaume-Uni ne va pas plus mal que les autres économies de l'OCDE. Parlons maintenant de cette deuxième dimension chez Caldor, la dimension de l'inflation. Donc, de nouveau, qu'est-ce que l'on observe? Oh, pardon. Qu'est-ce que l'on observe? Alors ici, on a toutes les économies, donc le Royaume-Uni en bleu, la zone euro en rouge et les États-Unis d'Amérique en vert. Bien, on voit que là aussi, il n'y a pas fondamentalement de différence d'inflation entre ces trois. Peut-être ici une inflation américaine un peu plus rapide sur les 2 dernières années, mais tout le monde se rejoint et on ne peut pas dire qu'il y ait une plus mauvaise performance d'inflation au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni subit les pressions inflationnistes comme les autres. D'ailleurs, c'est corroboré ou confirmé dans un autre graphique ici, par exemple, où c'est le mois d'août de cette année, mais j'aurais pu mettre le mois d'octobre, c'était la même chose, un mois plus récent. On a le Royaume-Uni comparé à toutes les autres économies de l'Union européenne, et on voit qu'en réalité, il est en milieu de performance, même avec 10%, ce qui est évidemment beaucoup pour un taux d'inflation contemporain dans une économie développée, mais il y a de nombreux autres pays de l'Union européenne qui ont un taux d'inflation bien plus important, bien pire si on veut. Donc, en matière d'inflation, de la même manière, le Royaume-Uni ne fait pas plus mal que les autres économies européennes, peut-être même un peu mieux qu'un certain nombre. Maintenant, regardons la troisième dimension de chez Caldor, proposée par Caldor, c'est le chômage, l'emploi et le chômage. Et là, de nouveau, là c'est traditionnel, ici c'est UK et ici Grande-Bretagne. Donc, on voit ici que le taux en bleu, c'est le taux pour le deuxième trimestre de l'année 2022. On voit qu'il était en dessous de 5%. On le sait, le Royaume-Uni, traditionnellement, a de très bonnes performances du marché du travail, du moins en termes de taux de chômage. Et on voit que d'autres économies, dont la France, l'Italie, ou encore hors de l'Union européenne, le Brésil, ou encore ici l'Espagne, ont un taux en 2022 plus élevé. Et si on regarde l'autre aspect du graphique, c'est les barres. La barre supérieure, c'est le plus haut niveau de chômage depuis 2002. Et la barre inférieure, c'est le plus bas niveau de chômage à l'intérieur de chaque pays depuis cette même année 2002. Et là aussi, on voit que le Royaume-Uni est relativement bien placé. Si l'on regarde sa dynamique d'emploi, pour dire un peu qu'est-ce qui se passe derrière le chômage, ben on voit ici deux courbes. Depuis 2017 jusqu'à prochainement en estimation, disons ici juillet 2022 avant les estimations, on voit en rouge ou orange la courbe de l'emploi salarié
et en seul emploi salarié, et en bleu, la courbe de l'emploi total. Si on regarde la courbe de l'emploi salarié, on voit qu'effectivement, il y a eu la crise Covid, mais que, nonobstant d'ailleurs la crise en Ukraine ou la guerre en Ukraine, on voit que la tendance de long terme est reprise de manière assez vigoureuse et que l'emploi salarié donc retrouve son, comme s'il avait effacé ici l'effet de la crise en termes de dynamique. Donc très très bon dynamique de marché de l'emploi. Alors, on peut passer à la quatrième dimension de Kaldor, celle de l'équilibre extérieur, et on va regarder la balance courante du Royaume-Uni, hein, depuis ici l'an 2000 jusqu'en 2022 avec des pointillés, un effondrement en pointillés puisque ce sont encore des estimations de l'année 2022 n'étant pas terminées. Et on voit qu'effectivement, c'est très quand même souvent inférieur à l'équilibre, donc en déficit, avec une profondeur très variable. Et puis, on voit l'effet de la crise en 2022. Beaucoup d'europhiles vont immédiatement dire que le Royaume-Uni est en crise à cause du Brexit, mais à titre comparatif, je ne bouge pas ça, à titre comparatif, si on regarde la courbe en dessous, cette fois-ci, c'est de nouveau la balance courante, non plus en pourcentage du PIB, mais en milliards. Qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, qu'évidemment, pour la zone euro ou l'Union européenne, on a le même effet d'effondrement de la balance courante, y compris en Allemagne qui a connu son premier déficit commercial cette année depuis bien longtemps. Tout ça sous le même effet, c'est évidemment la facture à l'importation des produits énergétiques. Alors, tant que l'on est sur des questions extérieures, on peut aussi observer comment a évolué la balance commerciale du Royaume-Uni depuis bien longtemps. Ici, depuis l'année 1997 jusqu'à l'année récente 2022, on voit que le marché unique européen pour l'économie britannique s'agissant des marchandises n'a jamais été trop à l'avantage du Royaume-Uni puisqu'on le voit, son déficit commercial s'est régulièrement creusé avec l'Union européenne. Et donc, ce n'est pas tellement sur les échanges de marchandises que l'on peut regretter la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne de ce point de vue. Donc, voilà pour un petit peu les quatre dimensions de Kaldor. On voudrait ici passer, et la cinquième que l'on veut rajouter, c'est celle du taux de change. Et l'on observe dans ce graphique l'évolution depuis 2012 jusqu'en 2022, hein, donc sur 10 ans, du taux de change nominal de la livre sterling. Je vous laisse la regarder un petit peu. On voit qu'elle a connu un pic, cette courbe, au milieu de l'année 2015, hein, avec une livre sterling qui était à 1,45 et puis vis-à-vis de l'euro, et on voit qu'elle perd beaucoup en un an, avant même le référendum sur la sortie de l'Union européenne. Hein, ça avait commencé à baisser, ça s'est poursuivi. Donc, elle a perdu 15%, une baisse de 15% en taux de change nominal par rapport à l'euro, mais par la suite, ça s'est stabilisé en réalité autour d'une valeur de 1,15 donc euros par livre jusqu'à récemment. Donc, les europhiles vont souvent dire que la baisse de la valeur nominale de la livre est une manifestation, disent-ils, manifestation des effets négatifs du Brexit. Alors, par rapport à ça, plus récemment, ils vont évidemment, comme la livre sterling s'est beaucoup dépréciée par rapport au dollar, sous l'effet de la crise et de l'effet refuge les europhiles vont affirmer que l'effondrement, ou en tout cas la baisse significative de la livre est due au Brexit, mais on regarde l'évolution des autres grandes monnaies occidentales, l'euro, le dollar canadien, le dollar australien ou le yen, et on voit qu'en réalité, toutes ces monnaies ont subi la même situation de dépréciation. Seul le dollar, comme on le sait, s'est apprécié fortement. Et donc, là aussi, difficile d'attribuer la baisse malgré les discours, difficile d'attribuer la baisse de la livre au seul Brexit. Qui plus est, si on quitte le regard de l'analyse, l'observation du taux de change nominal
mais que l'on se penche cette fois-ci sur le taux de change réel, on sait le taux de change effectif réel qui peut être calculé en tenant compte du différentiel d'inflation entre le pays concerné et ses principaux partenaires du commerce extérieur, et donc c'est le taux de change effectif réel. On voit ici en rouge celui de la Grande-Bretagne, donc la livre, en jaune l'euro, en bleu le yen et en noir le dollar américain. Et on voit que du point de vue de la livre sterling, donc en rouge, elle était en réalité un peu surévaluée au début de la décennie 2000. Au milieu des années 2010, donc quand on a vu tout à l'heure qu'elle avait un pic nominal, elle était un peu au-dessus de sa valeur d'équilibre réel. Et depuis, elle s'est un petit peu glissée en dessous. Il est assez amusant ce que j'ai découvert il y a quelques jours, pardon. Il est assez amusant, j'ai découvert il y a quelques jours en regardant sur le site de la Banque des règlements internationaux à Genève, qui suit effectivement ces affaires-là. Si on prend à la ligne Royaume-Uni ici, donc c'est l'indice du taux de change effectif réel en base 100 pour 2010, qu'est-ce que l'on observe? Et on observe qu'effectivement, il y a eu une petite variation au Royaume-Uni, mais qu'en octobre 2022, donc la dernière donnée disponible, on observe que la valeur du taux de change, de l'indice du taux de change effectif réel de la livre est égale précisément à 100. Donc, on pourrait dire de manière un peu amusante qu'il est à son parfait niveau, la livre est à son parfait niveau d'équilibre réel. Donc, tous ceux qui reprochent, les europhiles qui reprochent aux Brexiteurs d'avoir affaibli économiquement le Royaume par la baisse nominale, en réalité, se trompent lourdement, que ce soit volontaire ou non. Alors, quelques petits compléments d'analyse, et je pense que j'en aurai bientôt fini. La troisième méthode évoquée par Singh consistait à dire, de manière assez logique et légitime, pour évaluer une politique, est-ce que les résultats sont en adéquation, conformes aux objectifs atteints? Alors, du point de vue du Brexit, il manque un R ici, du point de vue du Brexit, on peut dire que, d'après ce que je viens de vous montrer dans toutes ces approches graphiques, on peut dire qu'il y a assez peu d'effets observables du Brexit en tant que tel, puisque, certes, l'économie britannique souffre macroéconomiquement sur le plan des effets de la crise, mais, comme on a vu, pas forcément plus que ces autres pays voisins ou similaires, peut-être même un peu moins dans certains domaines. Donc, pour autant, le Brexit n'a pas permis à l'économie britannique de faire des super performances. Donc, on y reviendra sur ce point. Disons que l'indétermination reste observable. On va y revenir en conclusion. En termes d'analyse, maintenant, la quatrième méthode rappelée par l'économiste Singh, la quatrième méthode, c'est l'analyse contrefactuelle. Alors là, c'est assez intéressant. Sans aller trop loin dans l'exposé, ça prendrait du temps, mais si certains veulent, pourront poser la question. On peut distinguer les études d'impact ex-ante, les études d'impact ex-ante du Brexit. Donc, quel aurait été son effet économique tel que les études ont cherché à le calculer depuis plusieurs années avant même qu'il soit mis en œuvre? Eh bien, toutes les études d'impact sur la base de modèles macroéconomiques concluaient à un effet négatif, mais elles étaient biaisées par construction. Par construction, je peux y revenir lors du jeu des questions. Donc, ça, c'est une chose. Et depuis que le Brexit a été mis en œuvre, certains considèrent, certains économistes qui cherchent à tout prix à confirmer le fait que l'impact est négatif, alors ils ont fait des études contrefactuelles par la méthode dite des sosies, du nom doppelganger en anglais. Et là, la méthode frise à peu près le ridicule, n'ayons pas peur des mots, ça frise le ridicule, et là aussi, je peux y revenir dans le jeu des questions si vous le souhaitez. Mais donc, ces études d'impact dans l'ensemble sont le plus souvent à côté de la plaque, on va dire, et erronées et biaisées en faveur donc de conclusions europhiles.
Alors moi, en revanche, mes points de conclusion, et c'est la dernière diapositive, seront les suivants. Certains points, on l'a déjà dit au passage, hein, donc on récapitule un petit peu. L'économie britannique souffre bien de la crise, évidemment, comme les autres, et peut-être un peu moins que les autres. Le Brexit n'apparaît pas comme la cause de ces maux, de ces difficultés, malgré les mots très durs que l'establishment, le mainstream pro-Euro-Union européenne envoie à l'égard de ce projet, parle de la façon dont il parle de ce projet. Troisième point, le Brexit n'a pas fourni non plus, on l'a vu, de baguette magique pour l'instant, hein, puisqu'il n'a pas permis, comme par magie, à Royaume-Uni de sortir des effets de la crise internationale. Je pense que tout le monde pouvait s'y attendre. Mais toutefois, l'avenir dira, c'est encore un peu tôt, l'avenir dira s'il a fourni au Royaume-Uni des atouts uniques pour parvenir à de meilleures performances macroéconomiques. Comme je le disais, à moins de 2 ans de mise en œuvre, début 2021 jusqu'à la fin 2022, et surtout compte tenu du contexte de crise, il est trop tôt pour conclure sur les effets de cette expérience économique de sortie de l'intégration de l'Union européenne, expérience qui est une expérience grandeur nature. C'est rare qu'en sciences humaines on puisse en avoir une, et là on en a une. Donc, nous pourrons continuer à suivre dans le temps les effets de ce Brexit. Pour finir, signalons qu'actuellement, avec l'instabilité politique que le Royaume-Uni a connue, avec cette instabilité politique, le Brexit est actuellement attaqué, on va dire, par de nouveaux dirigeants qui seraient, peut-on dire, des soft europhiles, c'est-à-dire qu'ils vont tout de même chercher, sans remettre en cause le Brexit en tant que tel pour l'instant, mais à chercher tout de même à rapprocher le Royaume-Uni des réglementations et de l'orbite économique européenne. Donc, c'est aussi une thématique intéressante, mais c'est un autre sujet. Voilà, donc je pense que je peux m'arrêter maintenant dans cette communication. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Michel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une petite question? Question très brève. Alors, ce serait à moi. Dites-nous, Jean-Michel, assez souvent, on lit des opinions selon lesquelles, à la suite des sanctions à l'encontre de la Russie, l'Europe perd et les États-Unis gagnent. Mais Oui. certains y ajoutent aussi le Royaume-Uni, qui gagne avec les États-Unis. Est-ce que, à votre avis, le Royaume-Uni gagne à cause des sanctions et de la perte par Europe? Alors, sur cette question, je pense qu'à ce stade, on peut constater que les pressions inflationnistes au Royaume-Uni sont comme celles que l'on voit sur le continent. On a vu tout à l'heure un taux d'inflation autour de 10%. Il pourrait encore augmenter, même si on l'a vu aussi, les prix énergétiques, notamment du baril, ont reflué un peu, quelque peu, à moins de $90 au lieu de 140 hein, ou 120 plutôt dans des mois précédents. Donc, néanmoins, le Royaume-Uni souffre quand même de l'impact des prix énergétiques avec un taux d'inflation important. Ça amène d'ailleurs des discussions très riches sur la manière dont le Royaume va continuer ou non à aider les ménages et les entreprises en prenant une partie de la charge du surcroît inflationniste. Le nouveau gouvernement vient plutôt de faire, on y reviendra demain, une décision de restriction budgétaire en économisant 55 milliards de livres. Hein, là, ça vient d'être annoncé il y a quelques jours. Donc, je dirais que du point de vue de l'impact des sanctions sur les prix énergétiques et sur l'inflation, le Royaume-Uni subit en moyenne, comme l'Union européenne, même si l'on sait qu'il y a des pays qui sont plus exposés que d'autres, comme l'Allemagne. Donc, je dirais, de ce point de vue, ils sont quand même plus proches du continent européen sur cet impact inflationniste-là.